Salam alaikum, Azul, bonsoir. À force de se cantonner dans le secret, dans le silence, de plomber toutes les sphères qui l'entourent et qui auraient pu, un temps soit peu, laisser passer quelques bribes d'informations le concernant, le régime avait fini par devenir quelque chose de presque immatériel. Une curieuse abstraction dont on ne sait rien. Non pas presque rien, mais rien. Et c'est là un signe qui ne trompe pas, que ce régime reste malgré tout maître de la situation. Que ces guerres des clans dont on nous rebat les oreilles ne sont que pure propagande. Au mieux, pure spéculation. C'est que les gens qui tiennent la réalité du pouvoir ont les moyens d'entretenir une telle opacité, ou du moins ils l'avaient jusque-là. Une telle opacité, un tel culte du secret. Tous ceux qui les entourent, qui les servent, ces foules serviles de commis, de grands flics, de soudards galonnés, qui les servent et exécutent leurs moindres souhaits, sans même qu'il n'ait besoin parfois de les exprimer, ont trop à perdre. Et considèrent que leur sort est irrémédiablement lié à celui de leur maître. Existe-t-il un autre mot que maître pour désigner ces gens qu'ils protègent, pour de si vils privilèges? C'est cela surtout, ces complaisances, ces droits de cuissage à peine imaginables qui font que tant de gens continuent de faire bloc autour du régime et que rien ne filtre sur les lourds secrets qui le caractérisent. Ils savent tous, ces gens, qui se sustentent à la bête, que si le régime tombe, ils tomberont tous en une effroyable chute. Ils savent aussi que tous ont joué un rôle dans la tromperie de toute une société, que tous ont choisi la facilité du profit, que tous ont un temps, soit peu, à se reprocher. C'est donc le ciment de la connivence et de la mauvaise conscience qui lie ces gens-là du plus haut sommet de la hiérarchie à ces banlieues les plus improbables. Et rien ne filtrait donc rien. Pas même sur l'état de santé du chef de l'État, malgré les centaines de gens qui sont dans ses secrets les plus intimes. Rien n'a filtré sur la vraie configuration du régime, sur sa vraie composante, sur le poids des uns et des autres. Rien n'a filtré sur les intentions pour la suite des événements de ces gens qui contrôlent le pays, s'ils ont préparé la succession du grand invalide. Nous n'en savions que ce que nous en disaient les journaux marrons et des sites internet branchés, vraiment branchés, dont la mission était de nous conditionner très intelligemment. Nous étions tellement gavés en épouvantail de toutes sortes, tellement désinformés que l'intox et le canular sont devenus le plat national. Nous en étions réduits à faire dans le recoupement de rumeurs, voire dans les plus folles spéculations. Le régime qui avait compris qu'il fallait donner des signes de vie, laissait des commis de seconde zone, mais qui faisaient tout pour nous faire croire qu'ils étaient dans le secret des dieux. Nous faire croire à des choses et d'autres, nous faire des danses du ventre, des professions de foi patriotardes, se livrer à des conférences de presse où ils se mettaient en scène avec un art consommé de la langue de bois et du bobardisme. Mais ce qui devait advenir advint. L'effondrement des ressources hydrocarbures, les seules du pays, qui permettaient d'entretenir toute la machine et tout particulièrement de graisser la pâte de ces milliers de baronnets et de picassiettes en tout genre, est en panne sèche désormais. Terminé. Tout le monde descend. Et alors que les réserves de change pouvaient permettre de tenir encore 2 ou 3 ans, c'est désormais panique à bord.
tout particulièrement pour tous ces cercles qui s'étaient contentés jusque-là de ne manquer de rien, de faire bombance, croyant que la Zerda allait durer éternellement. Parmi ceux-là, nombreux, très nombreux, ne s'étaient pas mis sérieusement à l'abri, loin, très loin, comme les autres barons du régime. Ils n'avaient pas planqué suffisamment d'argent à l'étranger, n'avaient pas assuré un avenir confortable à leurs enfants. Et ils savent aujourd'hui, ces dizaines de milliers de commis en tout genre, qui ont servi de rempart au régime et qui lui ont assuré une discrétion à toute épreuve, ils savent aujourd'hui qu'en cas d'explosion populaire, ils seront les premiers, et peut-être même les seuls, à être jetés en pâture à une foule qu'ils ont eux-mêmes contribué à tromper. Si ce n'est activement, du moins par leur silence complice, leur silence actif. C'est donc panique à bord. Ces cercles périphériques du régime s'étaient tellement identifiés au régime qu'ils stigmatisaient avec une rare violence quiconque osait émettre la plus petite critique contre lui. Mais le doute s'installe désormais en leur sein. Ces milieux qui sont à la base du régime, à leur insu, bien souvent, et qui découvrent aujourd'hui qu'ils en sont la partie vulnérable, que dans le meilleur des cas, ils n'ont pu acquérir qu'un petit pied-à-terre en Espagne, que tous n'ont pas réussi à obtenir une autre nationalité pour leur famille, ni même des titres de séjour en cas de repli. C'est ce qui fait peut-être que l'omerta n'est plus observée aujourd'hui aussi scrupuleusement qu'elle l'était, que la cohésion commence à se fissurer, que la panique prend possession des lieux. Le régime l'a compris, de la même manière qu'il constate que la rue donne des signes d'agitation, que des effets en chaîne viennent accélérer la dissipation fulgurante d'une bulle de prospérité dont nombreux n'imaginaient même pas qu'elle puisse être aussi illusoire. Ce sont les prémices de cette panique, de la dégradation de ce climat sociopolitique qui a provoqué la sortie au créneau de certains barons importants du régime, comme le général Ahmed Gaïd Saleh, ou un peu plus périphériques, comme Ahmed Ouyahia, qui viennent donner de la voix pour tenter de revigorer le moral des troupes, mais qui en fait ne font que rajouter de la peur à la peur. Et ainsi, sans que rien de vraiment grave ne vienne déranger la sieste générale, pas encore, Gaïd Saleh, qui est pourtant de ceux qui ont affirmé avec force que l'armée doit rester en dehors de la gesticulation politique, ne rate pas une occasion pour apporter son soutien au président Bouteflika, sans nous donner les raisons de cette curieuse sortie, sans nous dire pourquoi il apporte le soutien de l'armée à Bouteflika, dont on nous dit qu'il se porte bien, que c'est lui qui dirige la baraque. Alors pourquoi lui apporter ce soutien? Pourquoi ne nous dit-on pas par qui Bouteflika est menacé, pour que le patron de l'armée en personne se croit obligé de lui apporter son soutien de façon aussi sonore, aussi tonitruante? Il agit comme si, en son fort intérieur, il croit que nous sommes tous dans le secret des dieux, que nous avons le détail des menaces qui pèsent sur le clan présidentiel. Mais il ne s'arrête pas en si bon chemin, comme s'il cherchait véritablement à semer la peur. On le croirait du moins. On croit vraiment qu'il cherche à semer la peur plutôt qu'à la dissiper. Et c'est dans des conditions très alarmantes, tout particulièrement lors de déplacements à l'ouest du pays, qu'il appelle les Algériens à une, je cite, extrême vigilance face aux conspirations des ennemis du pays. Voici une de ces phrases, je le cite encore. Le monde d'aujourd'hui, comme vous le savez tous, n'a de place que pour les puissants. Et c'est pourquoi l'Algérie, contre le gré de ses ennemis, doit être forte par son armée et ses propres potentiels. Fin de citation. Ouyahia, de son côté, n'y va pas de main morte non plus. Il déclare, rien de moins, que le régime ne tombera pas seul. Il ne tombera pas seul. Et que s'il tombe, tout le monde paiera le prix. Ce sont là ses propres paroles.
Nous nous attendions depuis longtemps à ce que la fausse prospérité finisse par cracher. Nous savions que Mascara ne deviendrait pas la Californie promise par Sellel, que ce régime ne pourra jamais faire autre chose que de dilapider les richesses naturelles des générations montantes. Nous savions que ce régime allait recourir tôt ou tard à l'épouvantail de l'ennemi extérieur, de l'ennemi intérieur. Et voilà que les conditions financières semblent l'acculer bien plus tôt que prévu à sa propre incompétence à assurer la paix sociale autrement que par la corruption de masse, ce dont il n'a plus les moyens. C'est donc dans une improvisation très inquiétante qu'il emprunte des chemins de la diversion la plus crasse. Mais cette fois-ci, face au péril, face au grand potentiel de colère et à tout ce que risque ce régime qui a déjà montré qu'il ne recule devant rien pour ne pas perdre le pouvoir, ces épouvantails qu'il agite laissent craindre le pire. Il est tout à fait envisageable qu'il puisse provoquer une guerre avec notre voisin de l'Ouest ou réactiver le terrorisme intérieur dont nous savons qu'il a gardé le contrôle. Il ne fait pas de doute qu'en l'absence de compétences pour surmonter la crise qui déboule, il le fera tout pour canaliser la juste colère des Algériens vers d'autres exutoires que lui. Aujourd'hui. Le 360. Algérie. Le vocabulaire de guerre de Gaïd Salah inquiète les Algériens. Par Mar Bassine. Al-Watan. Main de l'étranger, menace sur la stabilité et unité nationale, de vieux thèmes de campagne refont surface. Par Majid Makdi. Le soir d'Algérie. Actualité. Après l'ex-secrétaire général du FLN, Soufiane Djellali dénonce les ambitions présidentielles d'Ouyahia. Par Mohamed Kebsi. Le désert des Tartares façon Ouyahia. C'est le titre de l'émission d'aujourd'hui et j'ai le plaisir donc de recevoir pour en parler Zoher Ruiz, secrétaire national de Jil Jadid. Bonsoir. Bonsoir. Salah Hizeb, porte-parole du collectif CCTA, collectif contre la cherté des transports aériens. Voilà, vers et depuis Alger au téléphone, Mohamed Ben Hammou, président du parti Al-Karama. Merci Mohamed Ben Hammou d'être avec nous. Bien. Alors, Zoher Ruiz, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette montée au créneau de tous les Cassandres que compte ce pays qui viennent nous hurler que tout va mal, que l'ennemi extérieur nous menace, l'ennemi intérieur, la main étrangère. On croirait entendre un bruit de bottes. On a plutôt le sentiment que nous rentrons dans une phase de préparation de l'après-Bouteflika. Les éléments qui souhaitent prendre la place du chef, qui est aujourd'hui a priori vacante, mais qui constitutionnellement est encore occupée par Abdelaziz Bouteflika, ces éléments-là, que ce soit Ahmedou Yahya ou les autres, se mettent en position d'eux. Et chacun monte les enchères. Et chacun commence à mettre les bâtons dans les roues de l'autre. Vous avez, chose extraordinaire aujourd'hui, vous avez un Ahmedou Yahya qui fait de l'opposition au gouvernement de Abdelmalek Sellel, alors qu'ils appartiennent tous les deux au même gouvernement. Ahmedou Yahya est ministre d'État. Il est dans le gouvernement de Abdelmalek Sellel. Il n'est pas dans le gouvernement, il est à la présidence avec rang de ministre d'État. Il est par ailleurs directeur de cabinet à la présidence de la République. Oui. Mais enfin, quand on est ministre d'État, on est sous l'autorité du chef du gouvernement, du Premier ministre en tout cas. Et donc on voit bien que chacun essaye de se positionner. Ahmedou Yahya a choisi son camp. Il a choisi le camp de l'argent, celui de Haddad. Il a fait une déclaration dans ce sens, qu'il soutient Haddad. Voilà, il a choisi, malgré les couacs, malgré les coups bas de Haddad, à Sellel par exemple. Oui.
que... il aurait choisi donc un camp contre un autre. Écoutez, il se prépare. Il se prépare et je pense que tout le monde sait que l'argent est de ce côté-là, plutôt du côté de Haddad et du FCE. Nous allons l'écouter pour voir si c'est une vraie déclaration d'intention qu'il nous fait là. Nous allons l'écouter. ماناش نطلب منها قريت في جريده من الجرايد قال الكلام الامين العام للتجمع هو اعتراف فشل النظام، لا طبيعه الحال مراوغه الخطاب تاع المعارضه هذا مقبول، لكن انا نقول للمعارضه ما دام تقول لي ان الحكومه او النظام مداي الجزائر للداهيه الكارثه، هل لك بديل؟ إذا ما عندكش بديل علاش تقولي للشعب الجزائري ان الحكام باغيين يشنقوك كي زادوا 2% مثلا في ضريبه التي. Nous allons encore écouter une deuxième partie de ce qu'il nous a dit. إذا كان الأمر يتعلق بعلي حداد، علي حداد نعرفه وعندي مشاعر تجاهه، وأنا ماشي من الناس اللي نبدل نقلب الفيستا كي نشوف يجيب لي ربي الريح تبدل. الخبر يجيبوه توالى، نظن من على شهرين 3 شهور أقصى حد تضبط القوائم وتوداع القوائم، نشوفوا شكون هو حزب الشكاره، شكون هو حزب المال، وحنا نفتخر اذا كانت عندنا ناس مناضلين عندنا وارباب عمل عندهم شركات ولماذا لا؟ حزب التجمع الوطني الديمقراطي ماهوش حزب شيوعي. الولاد انا ما نروحش نشوف يد اجنبيه، نشوف ايادي هنا اللي عنده حساب مع الدوله حوس يصفيه بالشارع. ماهوش مليح نوصلوا ندخلوا الاولاد في هذه الصراعات. انسان شغل في دواليب الدوله، ما ننكروش الخير تاع المجهود اللي قدموه الاخ الفريق توفيق في خدمه البلاد. الان هو في تقاعد. احنا في الجزائر كثرت ثقافه القزانات، احنا يوم الجمعه يوم المؤمنين ما نقزنوش. نظن هاد الناس اللي تبحث كي ما تلقاش مشاكل تحوس تخلقها من السماء ولا من الارض كما نقولوا بالعامه. البلاد راهي تمشي، عندها رئيس، عندها قائد اركان، وهو في ولا كامل لرئيس الجمهوريه وفي تجانس كامل مع سلطه الرئيس، والباقي خلي المتحدث يتحدث. محمد ويحيى مع هدى 5 للرئيس بوتفليقه. احنا هذه الساعه نطلبوا له الصحه والمزيد من القوه والمزيد من قدوه البلاد للامام. وسنه 2019 اذا ما ترشح الرئيس بوتفليقه يدعموا احمد ويحيى من 2019 تضمن لي غدوه انا حي؟ ضمن ربي سيدي سبحانه. خلي ما بعض الامور المولانا. طيب زوج مقولات. قال الشعب ما يلزمش ياكل ياغورت، وحاشاك وحاشا قدرك وحاشا قدر المستمعين، قال لك جوع كلبك يتبعك. هذه الناس اللي قالوها هذاك هو مستواهم، هذاك هو ما يعرفوا يعيشوا الا بالكذب. قريب ان شاء الله. مقبوله، نتمنوا جمعه مقبوله لشعبنا المسلم والخير للجزائر. Est-ce qu'il a fait une déclaration d'intention? D'abord, il dit, pour la première fois par rapport à tous ses pairs, il balaie du revers de la main la représentation de Bouteflika, un 5e mandat. Il dit, et concernant sa propre candidature, il ne nie pas, pour la première fois. C'est une véritable déclaration d'intention? Bon, il le dira, je pense, au moment opportun, mais ce qu'on voit, c'est qu'il est en train de se positionner. Il veut faire croire, je ne sais à qui, se dédouaner de la gestion chaotique du pays à laquelle il a participé depuis des décennies. Il en est responsable, il est co-responsable de ce qui s'est passé. 2, il résume le pays, il a parlé d'état-major et le peuple et la population. Donc il essaye de se positionner, il avance ses pions, et puis il verra. Et puis par ailleurs, d'autres, Abdelmalek Sellel fait la même chose, Gaïd Salah fait la même chose. Tous font la même chose. Aussi chacun... clairement, c'est une intention quasi déclarée. On sent qu'il est en train de dire oui, je vais aller au charbon. Probablement, on verra bien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne peut pas se dédouaner de ce qui s'est passé et de la responsabilité qu'il a, lui, dans la gestion chaotique de ce pays. Pas de doute, il a été chez le gouvernement 3 fois, je crois. Voilà, pendant des décennies, on ne connaît que lui et Abdelmalek Sellel qui se sont pratiquement relayés sur ce poste sur les 10-15 dernières années. Pratiquement. Donc oui, il essaye de se positionner, mais enfin, on sera là pour lui rappeler sa gestion, son bilan, et on verra qui est Hizb Shkara, parce qu'il a parlé de Hizb Shkara, il est le premier à en avoir bénéficié. Tout le monde se souvient comment ce parti a été créé en quelques semaines,
et comment il a raflé la majorité. 97. Et comment il avait la raflé. La plus massive et la plus percutante du pays depuis son indépendance. Et aujourd'hui, il veut donner des leçons de moralité à l'opposition. C'est complètement hallucinant. Il est dans son rôle. Il est dans son rôle. Il est dans son rôle. Il se met en scène. Le contraire aurait étonné. Voilà, mais il se met en scène, comme vous l'avez annoncé dans votre préambule. Et il pense que ceux qui regardent, ceux qui suivent, sont dupes. Et puis il a dit plusieurs fois, nous ne sommes pas des communistes, nous sommes musulmans, voilà. Il est en train de jouer sur un rythme un peu certainement récupéré pour le moins. Ça le hijab. Ahmed Yahya, pour le moment, on en est à la déclaration d'intention, au soutien bizarrement de Toufiq. Est-ce que quelqu'un qui puisse avoir des ambitions pareilles, prétendre un destin national à un moment où le clan qui a le contrôle du pouvoir a été le même qui a limogé Toufiq, est-ce que c'est prudent de sa part d'apporter son soutien à Toufiq, ou est-ce que les choses ont changé sans qu'on le sache pour ce qui est de Toufiq? Je pense qu'il y a eu un changement parce qu'il a donné cette fois un deadline. Il parle de 2-3 mois. Il a des décis de 3 mois. Les choses vont se décanter. Exactement. Là, il présente ça de cette façon. Après, quand il parle de cette crise, de ces problèmes, tout ce qui se passe aujourd'hui, tout le monde sait bien en Algérie, on a une grave crise politique qui était camouflée par la rente pétrolière pendant des années. Aujourd'hui, avec la chute des prix des pétroles, donc on a maintenant deux crises. On a la crise économique et la crise politique. En faisant ces déclarations, je pense qu'il est en train de préparer les Algériens à l'après Bouteflika. Ça va être, vous n'allez pas rêver d'avoir une démocratie, il faut accepter un président qui va sauver l'Algérie, presque comme au scénario des années 92. Mais en 2019, ou est-ce que ce sera un peu plus tôt que l'échéance prévue? Ça peut être avant, parce que ça, après, on peut pas connaître le destin de ce qui se passe aujourd'hui. Mais là, aujourd'hui, déjà, l'histoire de 2019, aujourd'hui, ça, c'est lié à la vie de monsieur le président actuel. Mais lui, il parle aussi d'une autre échéance qui peut avoir lieu juste début 2017, parce qu'avec toutes ces augmentations qu'il a appelées, lui, d'augmentation Zouj d'Oro, toutes ces augmentations, le niveau de vie en Algérie, il est très 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 bas, et ils sont conscients qu'il y a un risque d'explosion sociale dans pas longtemps. Donc eux, ils sont en train de dire la main étrangère, les ennemis. On va y arriver, ça c'est le deuxième volet d'émission. Mohamed Ben Hamou, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, bonsoir. Bonsoir et merci d'être avec nous. Alors vous n'avez pas fait comme Yahya. Yahya, il a utilisé des finesses, des subtilités. Vous y êtes allé franco de port, puisque vous avez dit oui, moi je prétends à la présidence de la République. Ou moi je prétends, j'ai l'ambition de devenir président de la République. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer? Oui, donc bonsoir, et puis bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Ce que je voudrais dire d'abord, que je souhaiterais une très bonne année à vous et à tout l'ensemble de votre chaîne. Merci. Et puis à l'ensemble des Algériens. Merci. Je dirais que Inch'Allah, que l'année 2017 va être meilleure pour les Algériens. Parce que j'ai écouté avec attention donc le préambule, et puis j'ai écouté aussi les déclarations de chacun de vos invités. Je trouve, excusez-moi, mais je trouve que vous avez été trop dur avec l'Algérie. Moi, je pense que votre vision, elle est un peu pessimiste et noire. Ce n'est pas tout à fait la réalité. Moi, je vis en Algérie. Peux faire une petite précision? Oui. Et puis je vous laisserai poursuivre. Voyez-vous, justement, c'est le problème. Je vous entends mal. Hein. Alors, est-ce que vous m'entendez mieux là? Là, oui. Voilà. Oui. Alors, c'est notre problème avec les gens qui, comme vous, sont plus ou moins le rempart du régime. C'est que vous confondez ce que nous disons du régime avec ce que vous croyez être l'Algérie. Le régime n'est pas l'Algérie.
Au contraire, le d'accord avec régime vous. est l'ennemi de l'Algérie. Et nous, nous sommes en train de défendre l'Algérie en nous attaquant au régime. D'accord. C'est toute la différence. D'accord. Moi, je voudrais apporter une précision. Je vous Et en en prie. toute honnêteté et pragmatisme. Oui. Écoutez, en 91, Abbas Madani et tout l'ensemble du parti dissous a essayé. Moi, je dirais que peut-être il était sincère pour ce qu'il voulait pour l'Algérie. Mais vous avez vu Ternout, chacun, le régime et Abbasi, ils nous ont entraînés à quoi? Nous voudrions en Algérie, nous ne voudrions pas revenir à ça. Je voudrais juste dire... Mais attendez, je ne peux pas vous laisser dire ça parce que ce serait injuste. Ce n'est pas Ternout de Abbasi Madani. Ils étaient en prison. Non, et ils du étaient en régime, prison. je dirais Ali du Belhaj, Non, Hachani, du régime. ils étaient en prison. Je dirais les deux. Écoutez. Non, pour non, mais être Abbasi Madani, équitable. Ali Belhaj, Hachani Oui, et oui, tous les leaders du fils étaient en prison à Façon ce de moment. dire, je dirais que ça suffit de Ternout. Maintenant, nous devrions apprendre à vivre ensemble en Algérie, avec nos différences, avec avec nos idées différentes. Nous voulions dire, Hizb al-Karama, la formation que je dirige depuis maintenant 5 ans, nous appelons à l'unité, à dire qu'il n'y a pas mieux que le dialogue. Nous devons dialoguer. Ou Yahya a dit ce qu'il a dit. Et il a une ambition, peut-être cachée, mais c'est tout à fait naturel. Il a une formation politique, il défend ses idées. Nous devons se respecter l'un l'autre. Et je dirais plus que ça. L'Algérie ne vit pas mal, comme vous le dites. Excusez-moi, je vis en Algérie. Je suis dans le fin fond de l'Algérie. Je suis à la frontière marocaine, c'est-à-dire l'Algérie profonde. Je vous assure. C'est vrai qu'il y a des problèmes. Vous faites la chaîne pour le lait, M. Benhamou? Vous faites la chaîne pour le lait Tachkara? Non, je ne fais pas la chaîne. Attendez, je vais vous poser une petite question pour voir si vous êtes vraiment de l'Algérie profonde. Oui, combien coûte le lait en sachet? Le lait coûte dans les petits villages, il coûte à 35 jusqu'à 40 dinars des fois. Écoutez-moi bien. Et d'ailleurs, je dirais que le lait déjà, quand vous dites 35 à 40 dinars, ça m'étonne un peu. Ce n'est pas le prix. Écoutez, il y a de la spéculation. Mais ce n'est pas ça. Le problème n'est pas là. Le problème que nous avons en Algérie, c'est qu'il faudrait dialoguer. Ça suffit qu'on essaye d'empoisonner la population algérienne avec des idées noires. L'Algérie ne vit pas, comme vous le dites, dans la débandade. C'est vrai, je dirais une chose, et j'ouvre une parenthèse, c'est vrai qu'il y a des voleurs, c'est vrai qu'il y a des responsables qui ne sont pas à leur place, c'est vrai qu'on communique mal au gouvernement, c'est vrai, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Mohamed Benhamou, je vais revenir à vous dans un petit moment pour vous demander de nous dire votre avis sur ces épouvantails de la peur. Vous m'avez posé une question sur votre mon candidature politique. Oui, alors moi je dirais en toute honnêteté, si j'ai formé un parti politique, c'est pour arriver au pouvoir. Mais j'ai tout mon temps. Moi, c'est pas Benhamou que je voudrais qu'il soit président. C'est ma formation politique. C'est mon projet de société, parce que moi, peut-être que demain je ne serai pas là, mais je voudrais laisser mon projet politique qui marche, et je serai un jour président avec mon projet politique, après que Bouteflika est terminé, après que si d'autres sont plus forts que nous, et que Yahya présente je veux dire, il a une ambition tout à fait naturelle, et je veux dire légitime, et je dirais plus que ça pour casser les tabous. Je voudrais aujourd'hui profiter de ce Mambak pour casser un tabou éternel. Il faudrait, pour être président, il faut être algérien, ni être kabyle, ni être du sud, ni être de l'ouest, ni être de l'est. Il faudrait être algérien et avoir. Vous ne pensez pas que c'est un peu de la langue de bois, tout ça, Mohamed Benhamou, avec tout le respect que je vous dois? Ça ne vous plaît pas tout ça, mais c'est la réalité, monsieur. Moi, si l'occasion se présente, je serai président de ce pays, mais il faudrait que les conditions soient réunies pour ça. Alors restez avec nous, je reviens avec vous pour le deuxième volet de l'émission, qui est en quelque sorte l'agitation des épouvantails. Alors, Zoher Rouis, Gaïd Salah, mais pas seulement, ou Yahya. D'ailleurs, nous allons voir une coupure d'un journal, je ne me rappelle plus lequel, où nous voyons la déclaration de Yahya que nous avons traduite. Nous allons la regarder et puis nous allons poursuivre. Alors voilà,
Soyez convaincus que si le régime tombe, tout le monde paiera le prix. Je ne vois pas bien en arabe. Salah, est-ce que tu vois ce qui est souligné? Non, non, ce qui est en rouge, souligné en rouge. Oui, c'est ce que j'essaie. Alors, souligné en rouge, est-ce qu'on peut... عند الأزمة تأكدوا أن الجميع سيدفعوا الثمن ولا يسقط النظام ولن يسقط النظام وحده يسقط النظام وحده يسقط النظام وحده. Soyez assurés que si le régime tombe, il ne tombera pas tout seul. Tout le monde paiera le prix. C'est dans un journal algérien, à la une. Probablement qu'il s'adresse à ses compères. Je ne vois pas à qui d'autre il s'adresse avec cette menace. Moi, j'ai l'impression qu'il s'adresse à tous les Algériens. Ben écoutez, les Algériens ne croyez le pas subissent. Que nous allons tomber tout seuls. Vous allez tous nous suivre. Les Algériens le subissent et nous savons, nous le disons depuis des mois et des mois, que nous allons vers le mur si ce régime ne se réforme pas, s'il n'y a pas un changement, une vraie transition pour faire partir ce régime et faire venir un nouveau régime avec des institutions démocratiques, élues de manière démocratique, etc. Ça, nous le savons déjà. Mais cette menace rentre dans le contexte actuel où chacun des intervenants, je les ai cités tout à l'heure, Gaït Salah, Ahmedou Yahya, Abdelmalek Sellel et d'autres, se positionnent et essayent... Avant Saadani, Saadani a été débarqué parce qu'ils sont les prix à Yahya. À Toufiq, à Yahya et à Sellel et à la France. Absolument. Donc, on voit bien que je ne sais pas, je ne me sens pas menacé par cette déclaration. Je pense que si si trouble il y a en Algérie, c'est eux les premiers qui vont être chassés du pays. Et vous l'avez dit dans votre introduction, ils se trouveront peut-être un pied-à-terre ailleurs, mais c'est eux qui seront chassés de ce pays-là. Mais est-ce qu'ils ne seront pas tentés par faire flamber la situation, par exemple, se désigner un ennemi extérieur pour déclarer une guerre à un pays voisin, ça occupera les gens, vous savez. C'est une vieille rengaine. Ou alors recréer le terrorisme intérieur, celui qu'ils ont su si bien diriger, gérer pendant une douzaine d'années, une quinzaine d'années, et qui a fait 250 000 morts. Est-ce qu'ils ne seraient pas tentés de revenir à ces vieilles formules? Ils sont capables de tout. Ils sont capables de brûler le pays s'ils ne peuvent pas rester à la tête de ce pays. Ça, c'est clair. Ils sont capables de tout détruire s'ils ne peuvent pas rester comme Bachar, à qui ils apportent leur soutien par l'intermédiaire de leur ministre des Affaires étrangères. Oui. Et on voit bien que chacun essaye de faire la même chose. Mais la main de l'étranger, c'est une vieille rengaine. Ce n'est pas nouveau. C'est exact. Le message s'adresse beaucoup plus à tous les Algériens qui aspirent vivre dans un pays avec une justice indépendante, avec des institutions, ou dans un pays où c'est le peuple qui choisit les gens qui dirigent le pays. Il est en train de dire ne rêvez pas d'une révolution qui va vous donner un fruit ou un résultat tunisien. Si vous allez penser à une révolution, ce sera beaucoup plus le scénario syrien. C'est ça ce qu'il essaie de dire. Il dit avec d'autres termes, on ne va pas prendre l'avion et partir comme Ben Ali. Nous, on va rester ici, vous allez payer et payer cher. C'est ça, c'est pour ça. Cette déclaration, elle a même coïncidé avec les déclarations, on a lu dans les journaux, avec les déclarations de Gaït Salah, quand ils disent Daesh, elle est aux frontières, Daesh, elle se rapproche, il y a des menaces. Ils essayent de jouer aussi avec l'armée nationale. L'armée nationale populaire, c'est l'armée du peuple. Ce n'est pas l'armée ni de Gaït Salah, ni de Bouteflika. Parce que tous les gens qui sont là-bas, tous les gens qui sont au froid ce soir, ce sont les enfants du peuple algérien. Moi, je pars ici, si un des Algériens a croisé une fois leurs enfants, même juste pour le service militaire. Jamais eux, ils ne le font pas. Donc, c'est cette armée-là qu'ils essayent d'utiliser. Ce pays, l'Algérie, qui appartient à tout le monde, qu'ils essayent de dire, parler de pouvoir, comme l'a dit l'invité Ben Hamou, il dit, vous êtes en train de parler de l'Algérie. Nous, mon ami, on parle des gens qui veulent, qu'ils ont gouverné l'Algérie uniquement avec l'argent du pétrole. Et aujourd'hui, comme il n'y a plus l'argent du pétrole, ils veulent absolument que le peuple paye leur incompétence par des taxes, par des impôts, par des augmentations. Et derrière, ils le disent, il ne faut rien dire.
Et là, comme ils ont vu les manifestations ces derniers temps des lycéens, ils ont vu les boycotts. Ça leur a fait peur. Ça leur a fait énormément peur. Ah, ouais. C'est pour ça ils se sont reposé des questions. Ils se sont dit, ils ont préparé une machine de police pour taper tous les gens qui sortent dans la rue. Et là, quand ils ont vu une nouvelle forme de contestation... Parce qu'ils ne s'attendaient pas, jamais ils n'auraient pensé que de jeunes lycéens pouvaient... C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont sorti le truc de la main étrangère. Voilà. Du manipulateur qui utilise nos enfants pour les monter contre eux. Pas contre le régime, contre le peuple et l'Algérie. C'est pour ça qu'ils se trompent, si je peux me permettre. Ils se trompent. Ils font un pari sur l'inaction de la population, sur la peur, justement, pour que la population ne bouge pas. Et ce pari que fait Ouihia et les autres, il va s'avérer illusoire pour eux, parce que la population... D'ailleurs, Ouihia dit, donnez-nous l'alternative. L'alternative, ce sont des règles du jeu démocratique, c'est son départ, c'est son évacuation de ce régime, l'instauration d'un état de droit. Mais comment? Par l'élection qu'ils sont en train de préparer? Non, pas par cette élection, malheureusement, évidemment, puisque vous le connaissez. Nous allons y revenir, particulièrement pour vous, Gilles Jadid, qui avait lancé un appel quasiment pas à l'abstention, mais au boycott actif. Absolument. Ben Hammou, Mohamed, vous êtes avec nous? Oui, toujours. Alors, d'abord, c'est cet épouvantail de la peur qu'on est en train d'agiter, de faire peur aux gens, peut-être même l'épouvantail de la guerre avec notre voisin de l'Ouest, peut-être même le regain de violences terroristes à l'intérieur. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis d'accord avec votre invité qui a parlé que l'armée algérienne est une armée populaire. Ça, c'est tout à fait évident. Et que l'armée, donc maintenant, il y a le corps d'armée Gaïd Saleh qui est là, qui est le chef, après Bouteflika, bien sûr. Mais derrière Gaïd Saleh, il y a toute une armée des grands officiers, des officiers supérieurs jusqu'au petit Joundi, qui est dans les tranchées ou qui est dans les frontières. Tout ça, c'est une armée populaire qui est merveilleuse, une armée de bravoure et de patriotes. Donc moi, je n'ai pas peur pour l'Algérie. C'est vrai que le danger, il est là. Nous avons 7000 kilomètres de frontières. Et puis quand le monsieur disait aussi qu'il n'y a pas de danger, je suis pas d'accord. Le danger, il est là, il est en Niger, il est en Libye, il est au Maroc, il est en Tunisie. Et puis plus que ça, il y a des milliers de jeunes qui ont rejoint Daesh. Et c'est des jeunes du Maroc, de la Tunisie, de la Libye. La guerre civile, elle est en Libye. Donc moi, je suis pour dire aux Algériens que le danger, il est là, il est imminent. Nous devons être mobilisés. Nous devons être derrière notre armée. Et pas plus tard, il y a quelques heures là, au Nigeria, je pense, il y a une dame qui voulait se faire exploser avec une ceinture. Et c'est la population qui l'a lynchée. Elle est là. Vous ne pensez pas que c'est plutôt à l'armée d'être derrière son peuple? Non, je ne dirais pas qu'il faut à l'armée. Est-ce que ce n'est pas à l'armée d'être derrière son peuple plutôt qu'au peuple d'être derrière son armée? Non, écoutez, en toute sincérité, je reviens de Tamanrasset. J'étais à Tamanrasset il y a 3 jours. À Tamanrasset, où il y a beaucoup de Nigériens, il y a beaucoup d'Africains, et ils sont en train de se former, d'être autochtones, et d'avoir des lobbies. La crainte, elle vient de là aussi. Elle ne vient pas que de l'extérieur. Vous êtes encore plus fort que les autres. Si vous pensez que les pauvres Nigériens, les Maliens... Mais attendez, s'il vous plaît, nous allons aller vers les élections parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Dites-moi, vous y allez aux élections prochaines? J'y vais aux élections, et puis plus que ça, je vous réponds rapidement. Moi, je félicite l'opposition, parce que le parti Karama appelait toujours l'opposition à occuper la chaise vide, à être présent et pas absent, à accompagner mais est-ce que le régime, à ces élections, elles vont être truquées, Mohamed Ben Hammou? Non, je vais vous dire plus que ça. Je vais vous dire, si l'opposition, et j'en félicite, et je la félicite, parce que tout, le FFS, Hamed, tout le monde va y aller aux élections. Et de là, en faisant une pression sur les élections, je pense que cette fois-ci... Attendez, Mohamed Ben Hammou, je vais vous dire une chose et puis je donnerai la parole aux autres invités. Vous-même, vous avez dit, nous avons la vidéo, si vous voulez, on peut vous la passer. Vous avez dit vous-même, ne croyez pas que c'est le peuple qui nous élit. Ce n'est pas le peuple qui nous élit, c'est le régime qui nous donne des quotas parti par parti. Vous l'avez dit vous-même, et ça existe. Non, écoutez, non, pas pour moi. Peut-être qu'avant, oui, il y avait ça. Non, vous l'avez dit, c'est récent, c'est pas très ancien.
Et écoutez, aussi, quand je dirais que les gens parlent de shkara, la shkara, elle existe, monsieur. C'est vrai, le mahsoubia, elle existe. Les amis, ça existe. Tout ça existe. Vous entendez parler de têtes de liste qui se vendent aux enchères au marché hebdomadaire? Je suis d'accord pour dire que c'est vrai qu'il y a des partis politiques qui ont des registres commerces, qui attendent que les élections pour se remplir les poches. Tout ça existe, mais en parallèle, il existe des gens intègres, des gens honnêtes. Je vous assure, à partir de l'endroit où je vous parle, je vous dirais que le parti Karama est un parti honnête. C'est un parti qui ne prend pas shkara. Nous n'avons jamais été payés pour faire des têtes de liste. Plus que ça, je termine. Oui. Plus que ça, oui. Je vous assure que je vis en Algérie et j'ai beaucoup espoir en l'Algérie de demain. Merci. Merci beaucoup, Mohamed Ben Hammou. Alors, je vais revenir à mes invités pour commenter d'abord ce que nous dit M. Ben Hammou. Écoutez, la plus grande, M. Ben Hammou dit que la menace, elle vient de l'extérieur. Oui. Il a cité un certain nombre de pays. La plus grande menace, oui. Elle vient de ce régime. C'est lui qui déstabilise le pays, qui fraude aux élections, qui emprisonne des militants des droits de l'homme et des blogueurs, qui augmente les prix et crée les conditions d'une explosion sociale à venir. C'est ce régime. C'est eux qui représentent la plus grande menace de déstabilisation du pays. Avant que ce soit le Niger, comme je viens de l'entendre. Je reviens à vous pour les élections dans un petit moment. Salah, commentaire sur ce que vient de dire M. Commentaire par rapport, il parle des élections et il dit d'un côté il y a un quota, après il dit il n'y en a pas. Moi j'ai regardé, je pense lui il a 2-3 sièges dans cette assemblée dans laquelle le FLN et le RND ils ont une majorité. Donc ça veut dire les autres partis, s'ils ne trouvent pas une nouvelle solution, ils vont rentrer dans une assemblée sans les bras, ils vont juste parler un petit peu, déranger, mais ils ne peuvent ni proposer ni refuser des lois. Donc, non mais ils vont surtout, eux ils disent... On ne peut pas changer un régime de l'extérieur, il faut être de l'intérieur. Mais ils vont surtout être une caution pour le régime, pour dire le régime va se vanter d'avoir une opposition au sein de la PNLD. Vous croyez que la PNLD... Regardez ce qu'ils font comme manifestation, comme il y a même des bagarres dans mon assemblée, oui. Il y a même des... Il ne dit pas s'ils sont 4 chats, ils ne sont même pas une minorité de blocage. C'est exact, mais aussi le boycott qui n'est pas réussi, le boycott silencieux n'est pas non plus la solution. Aujourd'hui, ce qui se passe, si on choisit la première option, c'est comme si on fait comme l'autruche, on met la tête dans le sable et on laisse passer un nouveau... Je reviens à vous pour que vous nous disiez ce que vous projetez, ce que vous conseillez, ce que vous suggérez. Mais sinon, Zoher Rouis, pour ce qui est de votre parti Jil Jadid qui a fait un communiqué récent, oui, vous pouvez nous en parler? Nous c'est un secret pour personne. Nous avons effectivement, le 24 décembre, officialisé par le Conseil national la position du parti qui consiste à dire que le régime ne propose aucune évolution dans les règles du jeu. Il a refusé toutes les propositions de l'opposition, cette même opposition d'ailleurs qui participe aux élections sans condition. Si vous vous souvenez, nous avions initié la CLTD il y a 2 ans. Sur la base d'un certain nombre de principes. Dire il faut une transition démocratique, il faut des élections libres, et pour qu'il y ait élections libres, il faut une commission indépendante formée des partis de l'opposition. Le régime a refusé toutes ces propositions, et pire que cela, il a modifié la Constitution de manière autoritaire, en passant par le Parlement croupion qu'il a à sa botte. Il a modifié la loi électorale, en imposant de nouvelles conditions pour se porter candidat. Je ne sais pas d'ailleurs si M. Ben Hammou pourra se porter lui-même candidat cette fois-ci, parce qu'il ne rentre pas dans les critères de la nouvelle loi sur les élections. Il a verrouillé le pays et avec ça, on a des partis qui étaient à la CLTD qui trouvent le moyen d'y participer. Ben, écoutez, nous avons simplement souhaité rester cohérents avec nous-mêmes. Nous avons annoncé des principes, nous y tenons. Mais est-ce que vous appelez à une simple abstention? Ça veut dire que vous vous abstenez de vous rendre à ces élections, de vous présenter, et vous appelez les électeurs à ne pas voter? Ou est-ce que vous appelez à un boycott actif? Ça veut dire ce que ça veut dire, en fait. On a appelé un boycott de l'élection, pas une abstention. Voilà. C'est un boycott et nous allons organiser toute notre campagne durant cette période électorale. Ça veut dire des sorties dans la rue, des Absolument. protestations, nous allons continuer ce que nous faisons déjà, c'est-à-dire des sorties de proximité pour expliquer les enjeux de cette élection et les raisons de ce boycott et la position du parti Jil Jadid. Mais de toutes les façons, c'est connu maintenant. Les Algériens ne votent pas à au moins
80%. C'est-à-dire, dans le meilleur des cas, comme le Parlement, le dernier Parlement, dont le régime a dit qu'il y a eu une participation de 30%, en fait, nous savons tous qu'il y a eu une participation qui n'a pas dépassé les 15%. Oui. Mais bon, on supposait que c'est 30%. Donc, dans le meilleur des cas, les Algériens ne votent pas à 70%. Donc, vous allez prêcher à des convaincus, en fait. Oui, sauf que ce régime va essayer quand même de gonfler les chiffres, puisqu'il a réussi à faire venir à cette élection une opposition qui vient légitimer et donner une caution démocratique, notamment à l'international. Oui. Donc ils vont gonfler ces chiffres, et puis il faudra aussi à un moment donné se poser la question de savoir qu'est-ce qui fait courir cette opposition qui pendant 2 ans a annoncé des principes, et puis aujourd'hui elle y va sans condition. Vous savez, les élus qui sont en ce moment dans l'actuel Parlement, vous savez que s'ils sont élus une autre fois, la prochaine fois, vous savez qu'ils auront une retraite à vie. Oui, absolument. Hein? C'est oui, ça oui. qui les fait courir. Et les partis politiques, effectivement, sont intéressés par ça, mais au-delà de ça, ça veut dire que quelque part, pour aller à cette élection et prendre la décision d'y aller et ne pas boycotter, quelque part, ils ont été rassurés sur le fait qu'ils vont avoir des élus. Mais comme ça a été dit par Salah Hadjab tout à l'heure, ils n'auront la possibilité ni de proposer quoi que ce soit, ni de s'opposer à quoi que ce soit. Salah Hadjab, vous vouliez proposer quelque chose, vous nous disiez que le boycott, même actif, ne suffit pas. C'est-à-dire, là, comme vous venez de dire qu'aujourd'hui, on parle des 20% qui votent et on a des partis politiques qui sont en train de remonter les enchères, ou discuter, ou se chamailler si on participe ou on ne participe pas. Et on oublie la masse, les 80%. Et on oublie aussi, si on participe pas, ça devient, parce qu'on n'a jamais réussi de faire un vrai boycott réussi, on n'a jamais fait bouger les Algériens pour aller prendre les urnes et surveiller, contrôler, faire des élections. Donc aujourd'hui, sincèrement, les deux solutions, ça ne donne rien. Moi, sincèrement, j'appelle tous les Algériens sincères qui veulent sauver cette Algérie pour éviter d'avoir un nouveau assemblée de je ne sais pas quoi, Bagara, ou la prochaine fois, je ne sais pas qu'est-ce qu'on aura dedans cette fois, on dit le Hafafa. Hacha al-Bagara. Hacha al-Bagara, voilà. Parce que Bagara, voilà, en fait, c'est une insulte que nous ne devrions pas nous permettre. Bagara, c'est un travailleur. Exactement. C'est un garçon vaché. Bagara dans le sens connu dans la politique. Dans la politique de Oyahia qui dit tout à l'heure, il est fier d'avoir des Bagara dans son parti. Donc aujourd'hui, moi je m'attendais à une force politique, je ne m'attendais pas à cette CNLTD qu'elle explose, je m'attendais qu'on va peut-être à une nouvelle solution, aller bloquer. Qu'est-ce que vous préconisez comme action? Vous qui parlez tout le temps d'action, qui êtes sur les réseaux sociaux, qui organisez des manifestations en face de l'ambassade de Paris, qui appelait à signer des pétitions. Là, en l'occurrence, avec les échéances électorales qui sont à nos portes, qu'est-ce que vous proposez comme action concrète? Moi, je ne vais pas imposer mes idées à moi. Mais non, moi, ce que vous voilà, exactement. Moi, ce que j'aimerais bien dire aux Algériens, déjà, qu'on part d'un constat que le boycott silencieux d'aujourd'hui et la participation avec des bras coupés, ce n'est pas la solution. Donc, la proposition, c'est soit empêcher ces élections, soit essayer d'aller faire le tour de tous ces partis politiques, toutes les élites, tous les Algériens qui voient ce qui se passe en Algérie aujourd'hui pour vraiment soit faire une participation massive et récupérer ce Parlement et après changer la Constitution et passer dans... Mais vous rêvez là. Mais si, sincèrement, il faut en 91, ils ont interrompu un procès électoral et ils ont provoqué 250 000 morts. Vous croyez qu'ils vont vous laisser passer si demain vous leur prenez le pouvoir? C'est de l'utopie. Sinon, il faut empêcher ces élections. Ce que j'aimerais bien dire, aujourd'hui, on ne doit pas on ne doit pas sous-estimer. Sincèrement, si on arrive à toucher les 80%, Yahya et les gens qui parlent aujourd'hui, ils ont peur de ces 80% qu'ils ont touchés par les lois d'augmentation des taxes, par le blocage des embauches en 2016 et 2017, pour toutes ces actes, les Algériens qui à une époque ils disaient tahterassi, aujourd'hui ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, ce qu'essaye Yahya de leur dire, et Gaïd Saleh et compagnie, il essaye de leur dire, essayez de prendre le slogan Kisra ou l'ma ou ras fesma, c'est-à-dire ne cherchez pas trop. Mais aujourd'hui, ce qu'on leur dit, il est temps, avant que ce soit trop tard, de vraiment proposer une solution économique. Cette solution. Mais ça là, pour parler très franchement, oui. Vous savez très bien que ce régime, si vous le contraignez à partir, si vous le chassez, même de façon la plus pacifique qui soit, si vraiment vous le poussez à partir, il provoquera la violence.
Et c'est à vous qu'il l'imputera. Il dit, ah bon, c'est ce que vous vouliez. Ben, c'est vous qui avez fait la Syrie de l'Algérie, c'est vous qui avez fait la Libye. C'est pas moi. Parce que vous avez voulu me chasser, donc vous saviez très bien que je ne partirai pas et que j'utiliserai la violence. Et voilà. Donc finalement, c'est vous qui aurez provoqué la violence. Ce n'est pas dans ce... C'est un raisonnement par l'absurde, bien sûr. Oui, ce n'est pas dans ce sens-là que, comment dire, que moi ou n'importe quel Algérien qui aime ce pays-là, qui veut bien le voir développer, c'est qu'aujourd'hui, on passe à côté de beaucoup de vocabulaire. Par exemple, quand Hammo parle tout à l'heure, il dit, Ben Hammo, il dit il y a des élections. Le Conseil constitutionnel, il est sous la main de Monsieur le Président. Le Président lui-même, il est le premier magistrat du pays. Déjà, rien que le peuple, il dit, voilà, d'accord, vous parlez des élections. Allons vers une justice indépendante. On nous demande séparation des pouvoirs. Séparation de pouvoirs. Il y a beaucoup de choses. Oui, il ne faut pas rêver, Salah Hijab. Je me permets un dernier mot avant que je rende la parole à M. Ben Hammo, à qui je vais laisser le plaisir de clore cette émission pour qu'on ne nous dise pas vous ne l'avez pas favorisé, comme il est le représentant un peu du régime. Ce qu'il faut, vous avez posé une question claire à Salah Hijab, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. Ce qu'il faut en l'état actuel des choses, c'est renforcer ceux qui activent, ceux qui sont sur le terrain et qui militent pour une véritable démocratie, pour l'instauration d'un véritable état de droit. Et il faut renforcer les rangs de ceux-là, que ce soit à Gil Jadid ou ailleurs. Ben, il faut que la nouvelle génération, Salah Hijab l'a dit, de nouveau je le cite, il a dit l'Ikhtiras c'est terminé, il faut que les gens se sentent concernés. Et ben, la population, elle a un rôle à jouer. Elle est au milieu de la solution. C'est la population qui doit s'imposer. Et les nouvelles générations, les générations montantes, doivent renforcer les rangs de ceux qui portent ce projet de société. Et une fois de plus, qu'ils soient à Gil Jadid, c'est très bien marhaba, ou qu'ils soient ailleurs. C'est cela qu'il faut faire de plus en plus pour que nous arrivions enfin à un changement pacifique et ordonné. Théorique, Zohair Louis. Est-ce que ce que vous me dites, moi je l'entends bien, j'en conviens, je suis preneur, mais ça reste théorique. Ça veut dire comment faire se cristalliser ces aspirations sur le terrain? De quelle manière? Elles se font déjà sur le terrain, même si elles ne sont pas une dimension plus importante telle que vous l'espérez. Mais elles se font déjà. Je peux vous assurer qu'au sein de Gil Jadid, il y a des jeunes qui n'ont envie que de ça, de sortir le pays de la crise. Et ils s'engagent massivement dans ce sens-là. Et vous en êtes la meilleure illustration. Merci. Alors, je vais donner le mot de la fin à Mohamed Ben Hammo. Qu'est-ce que vous pourriez répondre à nos invités? Mohamed Ben Hammo. Oui, d'abord, je voulais dire que vous avez une très bonne rhétorique, vous, en tant que journaliste, et j'apprécie beaucoup. J'aurais souhaité que vous soyez de l'autre côté de la barre. Bon, mais je dirais à nos invités, il faudrait au moins reconnaître à ce régime, à ce pouvoir, à Bouteflika, actuellement, au moins, il faut lui reconnaître que l'Algérie est stable sécuritairement. Ça, c'est au moins que là où tout le monde brûle, toutes nos frontières brûlent, les pays voisins, maghrébins, africains, même l'Europe, elles vivent des moments très durs. L'Algérie, alhamdoulilah, on vit en sécurité. Nous voyageons le soir. Alhamdoulilah, nous ne sommes plus dans les années noires. Au moins reconnaître ça. Deux, je dirais une chose aussi, que nous aspirons à des moments meilleurs, à des jours meilleurs en Algérie, sur le plan économique, sur le plan de beaucoup de choses. Mais aussi, nous dirons que l'Algérie avance de jour en jour. Je ne suis pas le commis de telle ou telle personne. Je suis le commis de mon pays, de l'Algérie. Je suis optimiste pour mon pays. Merci, les hommes partiront. Les hommes partiront. Mais l'Algérie ne doit pas partir. Le peuple algérien aspire à beaucoup plus de liberté, oui, mais aussi il aspire à la sécurité, à l'ENA. Merci beaucoup. Mohamed Ben Hammo, je répondrai aux compliments que vous m'avez fait en vous remerciant d'abord. C'est sincère. Merci. Et puis moi, je formule un vœu pour vous et pour tous ceux qui défendent ce régime. Je formule le vœu que Toubou Kimegolo, que vous retrouviez le chemin de votre peuple, de votre nation, Inch'Allah, de votre patrie, et que vous la défendiez, elle, et pas les gens qui sont en train de la tuer. Je vous assure que je ne suis au service de personne, je suis au service de mon pays. Inch'Allah, c'est tout ce qu'on souhaite. Merci Mohamed Ben Hammo, merci Zohair Louis, merci Salah Hijab, merci à vous chers amis d'avoir suivi cette émission. Qawa ala khair, bislama.